Bonjour, bienvenue dans cette émission du 25 août 2023 de ma Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant, c'est-à-dire libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons aborder une question extrêmement importante qui est celle de l'ingénierie sociale à l'œuvre depuis 3 ans. Qu'avons-nous observé au cours de cette période ? D'abord, que des choses profondément illogiques nous ont été dites avec une perte de compétences cognitives généralisée. Même autour de l'injection génique présentée comme un vaccin, j'ai collecté un ensemble d'images instructives sur le net, dont celle-ci « Il faut que les non-vaccinés se vaccinent pour arrêter de contaminer les vaccinés ». Si ça vous semble logique, c'est que vous êtes encore sous hypnose. Donc il y a vraiment des questions de logique basale élémentaire qui ne sont plus fonctionnelles dans la conscience collective et dans la conscience des individus. On a également observé, hélas, la banalisation de comportements et de paroles extrêmement violentes, notamment de la part du chef de l'État avec son fameux « je veux emmerder les non-vaccinés ». Si on se place, je ne sais pas moi, sous la présidence de Pompidou, de Giscard d'Estaing, de Mitterrand, leur position était de dire une fois élu, je suis le président de tous les Français et non pas je vais emmerder, avec en plus un langage ordurier, telle ou telle catégorie de la population qui n'a rien fait d'illégal et rien fait de mal évidemment. Troisième élément, nous avons vu un effondrement des repères éthiques au sein de différentes structures sociales et des pratiques de certaines professions, par exemple en médecine ou chez les journalistes. En médecine, c'était un principe cardinal qu'on ne vaccine jamais les femmes enceintes, sauf nécessité absolue, cas exceptionnel. Puis là, on a complètement banalisé ça, c'est la perte d'un repère éthique. Je vous ai mis aussi un extrait d'un éditorial du Temps, un quotidien totalement inféodé au pouvoir économique et politique en place, et donc qui, au lieu d'être dans une position journalistique, de mettre en valeur les arguments et les points de vue, a pris position en disant, en l'occurrence, si la Suisse a retrouvé sa liberté, c'est grâce à la vaccination. Le corollaire, c'est le certificat Covid. Et donc, il faut absolument que la population se rende compte d'à quel point tout ceci est important. C'est une position partisane qui peut être respectable en tant que telle, mais pas quand on est un organe de presse soumis à la charte de Munich, c'est-à-dire à des règles déontologiques et éthiques. Alors, tout ce conditionnement et l'impact qu'il a eu sur la population, toute cette ingénierie sociale, qu'en est-il réellement ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu évidemment énormément de désinformation. On a couvert cela dans toutes les précédentes émissions, donc je ne vais pas le redire une fois de plus, mais que cette désinformation et la propagande, même à vrai dire, pour affirmer des choses fausses et mettre en échec des compréhensions véridiques, n'a pas visé uniquement la sphère cognitive. Ce travail de propagande, il vise les valeurs et la construction psychique des personnes. C'est pour ça qu'on parle d'ingénierie sociale en utilisant des techniques caractéristiques, notamment des dérives totalitaires. Et je préciserai en toute fin d'émission dans quel sens j'utilise ce terme. Alors, parmi les processus adoptés, il y a d'abord le sectarisme. Secare, ça veut dire découper en latin. Et donc, on sépare la population en étiquetant le bien et le mal d'une manière totalement arbitraire, en réalité, mais qui apparaît convaincante. Donc j'ai déjà cité cette sortie de Rudi Reichstadt à la tête de Conspiracy Watch, qui a développé effectivement des attitudes et des comportements extrêmement sectaires, mais dommageables aussi, qui par exemple, lui, dit « le complotisme constitue une menace mortelle pour la démocratie ». Déjà, si tant est que le complotisme existe, c'est un droit. Chacun a le droit d'imaginer qu'il y a des complots là où il n'y en a pas. Comme Étienne Chouard l'a fait remarquer, le problème, c'est pas les complotistes. Le vrai problème, c'est les complots qui sont en cours. Et si quelqu'un dans son coin veut élucubrer des théories complètement fumeuses, on ne voit pas en quoi c'est un problème. Donc M. Reichstadt ne décrit jamais intelligemment le terme de complotisme, mais il l'utilise comme un étiquetage sectaire pour identifier les bons citoyens des mauvais citoyens.
Un autre ressort, procédé très courant de l'ingénierie sociale, mais qui a été particulièrement brutal, c'est les séquestrations, les atteintes à la liberté de mouvement, à l'égalité devant la loi, aux droits inaliénables naturels en général. Quand on prive quelqu'un de droits constitutionnels fondamentaux inaliénables, on est dans de l'ingénierie. Et j'ai trouvé une autre petite phrase qui résumait bien tout le non-sens de l'affaire, sachant que les confinements ne servaient à rien, si ce n'est à aggraver la maladie, comme nous l'avons vu, ça fait flamber l'épidémie une fois que le virus a circulé. Mais donc, en ce qui concerne l'autorisation de sortir de chez soi que le gouvernement français a infligée aux citoyens et aux habitants de ce pays, l'attestation permettait de s'autoriser à circuler. Du coup, la police est là pour contrôler qu'on n'oublie pas de s'autoriser à circuler, vu que circuler sans s'autoriser à circuler n'est pas autorisé. Tout ceci, évidemment, précisé dans une circulaire. Et c'est là où j'aime bien ces énoncés humoristiques, c'est qu'on sent qu'il y a une part de folie, mais aussi de pathogenèse. C'est le genre d'absurdité qui rend fou. L'exclusion et la maltraitance ont été généralisées, c'est le résultat du travail de Rudi Reichstadt, de segmentation, d'opposition, de clivage, d'étiquetage et de ségrégation. Donc on a vu littéralement des refus de soins, des transgressions de la sphère privée. Les citoyens à l'esprit critique en particulier ont été considérés et désignés comme mauvais, certains discours suscitant même des appels au refus de soins ou d'assistance, voire au meurtre à leur encontre. Donc j'ai pris juste 2 exemples, mais il y en a des centaines. Un, c'est Loïc Tassé, qui est professeur de politologie à Montréal, et qui, voyez, dans une tribune, a dit « Les anti-vaccins, une minorité mondiale nuisible ». Les nuisibles, c'est ce qu'on élimine. Ils sont, en les décrivant ainsi, alors de nouveau, anti-vaccin, ça veut dire quoi? Ça correspond en tout cas pas à l'idée qu'en a M. Tassé, qui est une projection fantasmatique, mais il les décrit comme ça, ils sont à peu près impossibles à convaincre. Comme tous les croyants, ils sont imperméables aux arguments logiques. Quand les croyances des uns peuvent provoquer directement la mort des autres, il y a lieu d'agir. La Constitution et les chartes ne protègent pas les assassins. Il n'existe pas de droit à répandre la mort autour de soi. Il faut donc condamner sans réserve les anti-vaccins et exiger une vaccination obligatoire. Là, on est dans du délire, dans du délire paranoïaque. À peu près rien de ces différentes phrases ne correspond au réel et aucune ne correspond à l'ordre juridique et à l'humanité de base. Alors, tant que c'est les élucubrations d'un monsieur, ça a une nocivité, pour parler du terme, réduite, mais il faut bien mesurer qu'il y a eu des gens qui se sont vus refuser des transplantations d'organes dont ils avaient besoin pour survivre, et notamment ce cas terrible en Ontario, au Canada, où un monsieur dans ce cas est mort du fait de n'avoir pas pu recevoir l'organe qui lui était promis parce qu'il n'était pas vacciné. Non mais, au secours. Mais en plus, les autorités médicales, après son décès, ont demandé à son épouse si elle était d'accord qu'on prélève ses organes pour les mettre sur d'autres personnes. Donc vous voyez, là on est dans une monstruosité absolue, mais qui part d'attitudes qui ont l'air relativement inoffensives ou anecdotiques, pittoresques, comme les élucubrations de M. Tassé. Autre procédé, on met les gens dans des conflits de loyauté, qui consiste à obliger les individus à faire de faux choix, des choix impossibles, dans des alternatives dans lesquelles ils ne devraient même pas être. Par exemple, le droit au travail et le droit en balance, en opposition avec le droit à l'intégrité corporelle. Pour pouvoir continuer d'exercer un certain nombre de professions, vous devez livrer votre corps à une expérimentation médicale. Et si vous y refusez, comme l'a dit le piteux ministre de la Santé d'alors du canton de Genève, vous êtes une erreur de casting. Alain Fischer, qui à mon avis, et je l'espère, terminera devant un tribunal, tellement son action a été destructrice et contraire à tout le droit de la santé en tant que monsieur vaccin du gouvernement français, lui a dit à une époque « Chaque dose d'AstraZeneca refusée représente des malades, des hospitalisations, voire des décès qui auraient pu être évités. Étant donné les problèmes de thrombose
et d'atteinte à la sphère cardiaque qu'il provoquait, il a été d'abord réservé aux gens de plus de 50 ans et puis arrêté. Donc vous voyez, M. Fischer, en l'occurrence, faisait le forcing pour quelque chose dont on s'est aperçu après qu'il était en fait dangereux. Avec bien sûr ce matraquage médiatique incessant qui en fait a créé une suggestion hypnotique mortifère. J'ai déjà soulevé dans une émission précédente ce flash info de TVA Média québécois montrant une femme médecin avec le titre « Sur le point d'être intubé, des patients implorent de recevoir le vaccin », donc des patients qui n'avaient pas pris, et elle dit « Je leur tiens la main et je leur dis que je suis désolé, mais qu'il est trop tard. Ils vont mourir parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir le vaccin. » J'ai rappelé que l'intubation était en elle-même extrêmement iatrogène, et qu'on s'est aperçu qu'il fallait surtout pas intuber les gens. Donc, vous voyez la monstruosité d'un message pareil. Sachant que l'injection génique expérimentale ne protège ni d'être contaminé, ni des formes graves en réalité. Et donc, avec une licence de la part des fonctionnaires et des responsables, par exemple, cette commissaire de l'État de New York à la santé, elle a dit qu'elle a monté en épingle des cas d'hospitalisation exceptionnels d'enfants en bas âge, il y en a eu extrêmement peu, mais qu'elle a fait mousser ça sur le plan médiatique pour pousser le plus possible de parents à faire vacciner leur enfant. Ça, on est dans quelque chose qui est une transgression totale du devoir d'équité, de diligence, de précaution d'un serviteur public. Mais voyez, on n'en a plus cure dans ces cas-là. Et avec toute une intimidation, une menace qui est mise en œuvre, visant toutes les formes de questionnement, d'esprit critique, et donc de désaccord, mais qui est normal. Le désaccord, il est naturel partout, en famille, dans un couple, entre amis, au travail, en démocratie, dans la science. C'est le b.a.-ba du vivre ensemble. Et tout d'un coup, ce désaccord a été interdit. C'est là où il s'agit d'un processus totalitaire. Et donc, les personnes qui se soustrayaient au consensus arbitraire auquel on était censé adhérer ont rencontré calomnie, censure et répression. Plus personne n'avait le droit de réfuter ou d'être en désaccord avec la narration dogmatique. Par exemple, Amin Humlil, à qui je rends hommage une fois de plus. Docteur en pharmacie, juriste du droit de la santé, il a été témoigné devant une commission parlementaire de la réalité du droit et de l'absolue nécessité du consentement. Et comme résultat, il a été révoqué par sa hiérarchie. Non pas parce qu'il a tenu des propos erronés ou donné des informations qui n'étaient pas justes, mais parce que la hiérarchie ne voulait pas qu'il parle de ces sujets-là de cette manière. Et tout ça, ça dessine une configuration où tous les repères ont été explosés et donc tout est absurde, illogique. Par exemple, on le voit beaucoup sur le plan judiciaire actuellement, où là, c'est une capture d'écran qui remonte à peut-être une année et demie. 3 mois de prison ferme pour le vol d'un fromage d'un homme qui avait faim à Toulouse. Et puis, prison avec sursis pour un habitant qui avait violé une fillette de 3 ans. Et donc des chocs traumatiques répétés par des discours paradoxaux. On dit tout et son contraire, avec des grosses failles logiques, comme celle qu'on vient de voir sur cette situation judiciaire. Avec la langue, bien sûr, comme outil de sidération, en utilisant des paradoxes, et notamment des injonctions paradoxales qui sont elles-mêmes pathogènes. Par exemple, France Info, le 10 mars 2021, c'est Ariane Biran qui l'a relevé dans une conférence, a titré « Confiné sans enfermer ». Macron, à la fin du mois de mars 2021, lui, il a appelé les citoyens à se mobiliser tout en restant chez eux. Mobiliser, ça vient du latin movere, qui veut dire se mouvoir, et donc il fallait se mouvoir dans l'immobilité, ce qui n'a aucun sens. Christian Dubuis-Santini, grand psychanalyste, a relevé que la parole de Macron, toutes les 8 minutes vous sauvez une vie, restez chez vous, c'est une fraude absolue, c'est une insulte à la logique, au sens et même à la morale, mais c'est avec ce genre de discours, effectivement, qu'on crée un état de sidération chez les gens et qu'on les rend progressivement fous. Alors, je vous ai trouvé d'autres exemples, mais là encore, il y en aurait tellement. Le titre de Libération pour la présidentielle, deuxième tour de la présidentielle, faites ce que vous voulez, mais votez Macron.
Ça, c'est une injonction paradoxale. Ça rend fou. Une autre, elle est symbolique, mais elle correspond assez à ce qu'on voit. C'est un loup qui vient d'être élu et qui, devant les moutons, dit « Ma première mesure sera de devenir végétarien ». Ou bien, le 8 mai 2023, Macron, qui avait fait boucler les Champs-Élysées pour ne pas être hué, a inventé le bain de foule à huis clos. Vous voyez, ça, c'est de la folie. Mais non seulement c'est de la folie, ça rend fou. Parce que quand vous êtes dans un monde comme celui-là, ça veut dire quoi? Que toutes les forces de l'ordre, alors qu'ils descendaient les Champs-Élysées dans sa voiture, Champs-Élysées vides, faisaient semblant que la situation était normale et que c'était un 8 mai comme les autres. Autres exemples, je mange des insectes et la température descend. Hein, vous savez que le World Economic Forum a le projet de nous priver de viande en prétendant que c'est pour lutter contre le réchauffement climatique, ce qui n'a juste aucun sens. Je vous ai tiré une autre photo d'un musée au Danemark, typique de la confusion des genres, mais ça, de nouveau, vous montrez ça à un enfant en bas âge, vous êtes sûr de créer une sidération, un clivage dans son psychisme. D'accord? Parce que la réalité n'est pas ainsi. Hein? Une femme peut allaiter parce qu'elle a des seins, et parce qu'elle a des organes génitaux féminins qui lui ont permis de donner la vie, qui provoquent la lactation. Et donc une image comme celle-là, elle est profondément fracassante sur le plan de la construction. J'ai aussi déjà cité cet exemple, mais un brave journaliste suisse, qui n'a pas inventé la poudre qui pète 3 fois, mais vous voyez qui lui a publié « Je ne comprends toujours pas pourquoi le principe même de vaccin séculaire, s'il en est, devient un sujet majeur de controverse, à quand les anti-dentifrice, les anti-raviolis, etc. » Mais donc, ce qu'il n'a absolument pas compris, c'est que bien sûr, le vaccin contre la polio a protégé, parce que les gens vaccinés contre la polio, comme l'a rappelé récemment Aberkan, ne contractaient plus la polio. C'est ça, un vaccin. Mais là, une plateforme technologique ARN messager, et c'est même pas de l'ARN messager, parce que c'est de l'ARN synthétique qui est très différent de l'ARN messager, sur lequel on n'a aucun recul, qui n'immunise pas. Vous voyez, mais pour lui, dans son esprit, c'est un vaccin. Mais à ce moment-là, il n'est plus dans la réalité, donc psychiquement, il est dans du délire. Le délire, c'est la perte de contact avec la réalité. Alors, face à tout ce que nous évoquons ici, évidemment, c'est compliqué, on le voit bien, c'est pour ça que tous les indicateurs de santé mentale sont en train de se péjorer. Eh bien, tout un chacun fait usage de processus psychiques adaptatifs. Il faut essayer de s'adapter à un contexte qui devient fou. Et le premier réflexe, mais qui était tout à fait honorable, les gens de bien se sont soumis sans le voir, et même avec héroïsme, à un système corrompu en toute bonne foi. On a beaucoup utilisé ça pour les jeunes. Hein, vous risquez pas grand-chose, mais faites-vous inoculer, comme ça vous protégez les autres. Ah ben oui, je fais ma part, je suis solidaire. Sauf que il n'y avait aucune solidarité, que ça ne changeait rien au potentiel de contamination. Par contre, il y a forcément des effets indésirables possibles. Et donc, en fait, on a demandé à ces personnes de se sacrifier en pure perte, tout en faisant croire que c'était être solidaire et héroïque. Et donc, voilà, on a été dans une logique d'endoctrinement absolument massive avec de la fraude, du mensonge, de la ruse, de l'escroquerie. Toutes les émissions précédentes en parlent. Donc, on est au 36e épisode bientôt. Donc, il y a de quoi faire si vous voulez revenir sur les fondamentaux de cette histoire. Mais précisément, la psychose de masse, c'est quand la perception ne correspond pas à la réalité. Et donc, que le délire s'enracine dans des choses qui sont fausses. Et que les discours d'apparence rationnelle, mais qui sont faux, sont pris pour des vérités. Et se substituent en quelque sorte à la réalité. Donc on a vu par exemple qu'il n'y a plus de vague épidémique réellement après le rebond de l'automne 2020. Et que l'épidémie, c'est en réalité, selon les termes correspondants, c'est-à-dire le nombre de malades qui vont consulter pour une infection, que l'épidémie s'est arrêtée en avril 2021. On a eu plein de vagues successives de tests qui n'avaient plus rien à voir dans la réalité avec quoi que ce soit.
Et Ariane Biran, docteur en psychopathologie, normalienne, philosophe, qui a beaucoup écrit, étudié, publié à ce sujet, dont je m'inspire énormément dans mon travail, j'ai eu le privilège de collaborer avec elle, elle résume bien ça en disant « La propagande n'est ni plus ni moins que la répétition d'un mensonge. C'est un lavage de cerveau. Nous avons des boîtes à endoctrinement, qui sont notamment la télévision et tout le règne de l'image en général. Il est très facile de manipuler les humains à travers l'image. Parce que précisément, l'image, elle percute. Donc, quand tout d'un coup, on nous a montré des images de gens qui tombaient morts sur place en Chine à cause du virus, quand on nous a montré des images d'hôpitaux engorgés, soi-disant à cause du Covid, alors qu'ils sont engorgés tous les hivers, on aurait pu faire les mêmes mises en scène. Sauf que là, on a intubé des gens, ce qui était mortel dans 95% des cas, en tout cas à New York comme procédure, pour justifier le fait que c'était gravissime. Mais voyez, tout ça est une construction absolument horrible. Et donc, on est vraiment entré dans ce non-sens résumé par cette image. Ceci est une banane. Si vous voyez une pomme, vous êtes fort possiblement d'extrême droite, parce qu'après, il y a toutes ces étiquettes, elles aussi délirantes, et avec des raccourcis qui sont devenus permanents, notamment dans les rédactions. Alors j'ai trouvé au Bon Tweet français, j'aime beaucoup, un petit test amusant. Êtes-vous d'extrême droite? Alors on va le faire ensemble. Êtes-vous vacciné avec au moins 3 doses? Sinon, considérez-vous que la presse mainstream est fiable? Aimez-vous BHL, Julien Pain et Raphaël Enthoven? Trouvez-vous que Zelensky est un héros de guerre? Trouvez-vous que Poutine est fou et Trump aussi d'ailleurs? Êtes-vous d'accord que des trans lisent des histoires de cul bien sales à des enfants de 3 ans? Si vous avez un ou plusieurs ou un maximum de non, il y a malheureusement de fortes chances que vous soyez d'extrême droite. Non mais c'est caricatural, mais à peine. Hein. C'est vraiment le genre de réalité qu'on a généré pour nous-mêmes. Et donc, voilà, des délires idéologiques, par exemple ceux s'appliquant aux antivax, avec un principe de base, les antivax sont anti-science, ce qui déjà est faux. Un corollaire, c'est qu'avoir des doutes ou choisir de s'abstenir d'une expérimentation génique, c'est être anti-vax, ce qui n'est pas forcément le cas. Et puis, il faut savoir, mais la plupart des gens l'ignorent, qu'accessoirement, la vraie science des vaccins est très faible. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais fait d'essais randomisés en double aveugle. Donc, il y a eu un ensemble d'arrangements avec la science et de facilités commerciales. Mais en fait, la vraie science des vaccins, ça ne veut pas dire que les vaccins soient inutiles, entendez-moi bien, mais que, en tout cas, ce dogme que tous les vaccins sont systématiquement bons et bénéfiques pour la santé est démenti par les faits. Par exemple, on sait que plus les enfants sont vaccinés en bas âge, plus ils sont à risque de développer notamment des maladies chroniques et un ensemble de problèmes de santé. Donc vous voyez, c'est subtil, c'est complexe comme toujours en science, et donc on a un ensemble, une première et des corollaires qui sont fausses, mais si on admet la véracité de ces différents énoncés, à ce moment-là, le délire paranoïaque peut s'enclencher et même entraîner à des passages à l'acte violent. En se souvenant que le but de la propagande est toujours de faire oublier à des groupes de personnes que certains autres groupes de personnes sont humains. C'est-à-dire qu'il y a cette déshumanisation de l'autre. Alors 2 exemples très simples. L'un, c'est d'un ancien maire de Genève, Manuel Tornard, socialiste gauche caviar, qui lui, après avoir lu un article dans le journal, mais bon, pour lui, c'est ça qui fait foi, dit « Oui, marre des non-vaccinés, des antivax, des complotistes, la vaccination doit être obligatoire » en décembre 2021. Bon. Donc, il n'a pas compris que l'injection génique ne protège pas, qu'il y a un principe qui est celui d'avoir le droit de décider de ce qu'on reçoit ou non comme traitement, qu'il y a des codes internationaux contraignants que nos États ont signés qui font qu'on ne peut pas juste dire « Ah non, mais moi je trouve qu'il faut imposer ça à ces vilains complotistes ». Et puis,
dans le même registre, à vrai dire, mais Raphaël Enthoven, qui évidemment est un parangon de haine, paraît qu'il est philosophe, avec cette saillie dans une tribune absolument abominable. L'antivaccinisme n'est pas une opinion, c'est une maladie. Alors de nouveau, c'est quoi antivaccinisme? Il faudrait déjà qu'on se mette d'accord sur le terme. On ne discute pas avec un antivax. L'antivax est un zombie. C'est pas un être humain. On le combat en étudiant son comportement, en disséquant ses réflexes, en se moquant de lui, et surtout on l'éloigne des hôpitaux comme on éloigne un pédophile d'une maternelle. Vous voyez, là on est dans le délire paranoïaque, mais grave, agressif. Et donc, tout ça produit, parce que les gens de bonne foi adhèrent à des choses qui sont fausses, à des chaînes de corruption. Nous avons vu tout au long des émissions comment il y a eu de la corruption en haut lieu, les institutions, les dirigeants, les contrats, les laboratoires, et au sein de certains corps de métier, comme les professionnels de santé. On sait comment des hôpitaux ont reçu des primes pour déclarer des cas Covid sans avoir même besoin de faire de tests, comment des médecins ont été plus payés s'ils recevaient des patients Covid ou vaccinés. On a vu que les faux experts sur les plateaux TV qui sont dans l'obligation légale de déclarer leur lien d'intérêt ne l'ont jamais fait, en disant des choses qui étaient fausses et souvent monstrueuses. On sait comment les médecins qui sont devenus des vaccinateurs à la chaîne avec un intérêt lucratif massif, jusqu'à 800 € par jour, en s'exonérant du devoir d'informer diligemment le patient et de recueillir son consentement éclairé. Le consentement était impossible dans le cas qui nous occupe. Ou même les parents qui ont fait vacciner leurs enfants ont participé à un système de corruption. Et tout ceci dans cette fraude morale qui a consisté à faire admettre aux populations, par la manipulation, la légitimité de cet adage épouvantable « la fin justifie les moyens », qui n'est jamais vrai. Rien ne justifie jamais qu'on viole le bloc constitutionnel et les lois fondamentales. C'est faux. Mais les consciences ont été manipulées par des cabinets influenceurs qui ont conseillé tous nos différents gouvernements au nom du bien commun, et dès lors il est devenu acceptable de refuser de soigner les gens, d'ostraciser des personnes en leur ôtant les moyens d'existence, affamer, refuser que des gens puissent juste vivre. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans nos sociétés. Il y a toujours des subsides de solidarité et de soutien aux personnes en difficulté. Ben là, non. Les professionnels suspendus n'avaient qu'à crever de faim et tant pis pour eux. On a insécurisé les populations, créé la panique, ce qui est contraire à toutes les règles en santé publique, utilisé les chantages et les conflits de loyauté comme nous l'avons vu. On a refusé, renoncé à honorer nos devoirs anthropologiques et spirituels envers nos morts. Il y a des personnes qui sont décédées en n'ayant pas pu dire au revoir à leurs proches, en ne pouvant pas être enterrés dans des conditions décentes. Ça a autorisé d'abandonner nos aînés, d'euthanasier une partie de la population considérée comme inutile, de faire le tri entre les patients. Les patients de plus de 70 ans n'étaient pas censés être soignés à l'hôpital, de maltraiter les enfants et les adolescents, et enfin d'arracher des nouveau-nés à leur mère obligée d'accoucher avec un bâillon ne servant à rien sur la tronche, mis dans des boxes fermées au sein de grandes salles déshumanisées, un système d'horreur, et au sein duquel on a transformé des braves gens en sales types. Et ça, bien sûr, que c'est un questionnement qui nous hante depuis tous les génocides du passé. Comment des gens normaux ont-ils pu participer à des horreurs? Eh bien, ce que nous avons vécu nous en fournit une fois de plus la réponse. Je vous montre, je vais passer rapidement, cette émission est déjà longue, les 8 critères de la torture psychologique appelée charte de la coercition de Biderman, et on a infligé tout ça à la population. Cela a été de la torture, au sens technique du terme. De nouveau, nous avons vu ça dans toutes les autres émissions, sans la moindre justification sanitaire, et avec comme conséquence psychique sur la population, individuellement et collectivement, le développement d'intolérance et de sectarisme,
des pensées illogiques et du délire résonnant, on en a vu maints exemples au cours de cette émission, des états de dissociation, c'est-à-dire où les gens ne mesurent plus, ne pensent plus, ne veulent plus savoir, avec une désensibilisation à l'abus et à la violence, une déshumanisation et une aliénation à soi-même qui plonge les gens dans un déni forcené. Tout cela est tellement grave qu'au fond, les gens aujourd'hui qui n'ont pas encore pris conscience de ce dont il s'agit ne veulent pas. Et donc, voilà, ils se ferment les yeux d'une manière qui conduit à la banalité du mal. On se souvient de ce travail fait par Hannah Arendt, la grande philosophe du totalitarisme, notamment autour du procès Eichmann, où elle s'attendait à trouver un monstre, une bête furieuse, et elle a vu un petit fonctionnaire médiocre qui n'avait aucune conscience de ce à quoi il avait participé en disant « Non, moi je n'ai fait qu'appliquer les ordres ». Et donc ce qu'avait mis en lumière Hannah Arendt à ce moment-là, c'est que, selon sa formule, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Autant qu'il put en juger, Eichmann, a-t-elle commenté, agissait dans tout ce qu'il faisait en citoyen qui respecte la loi. Et donc, comme l'a dit ce commentateur, mais qui a tout à fait raison, comment voulez-vous aujourd'hui qu'une personne triple dose reconnaisse qu'elle s'est trompée? Comment voulez-vous qu'une personne qui a injecté ses enfants reconnaisse qu'elle s'est trompée? Ce piège psychologique permet de transformer les dupés en gardiens du dogme, en les plaçant dans une position où ils sont obligés de se mentir à eux-mêmes pour maintenir leur équilibre psychique. On appelle ça la ruse du diable. Nietzsche en avait déjà parlé, d'où l'importance de fréquenter les philosophes, les penseurs, les grands psychopathologues du temps passé. Nietzsche avait dit « Parfois les gens ne veulent pas entendre la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. C'est beaucoup plus facile pour les soignants en poste de passer pour des héros et de continuer à s'imaginer comme tels que comme ayant été les rouages dociles d'une machine totalitaire. » Et donc je conclurai avec une citation de Camus. « Les faits sont les faits. Et qui dit que le ciel est bleu quand il est gris prostitue les mots et prépare la tyrannie. » Tous ces mensonges que nous avons écoutés, ingurgités, avec lesquels nous avons été intoxiqués, il faut maintenant les régurgiter. Et notamment alors que les autorités donnent l'impression d'être parties dans une volonté de réimposer le cauchemar que nous avons vécu. Et tout ça, ça conduit à cette situation. Primo Levi, un autre rescapé des camps, a eu cette phrase si juste, terrible mais si juste, « Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter. Les fonctionnaires, mais les journalistes, les médecins, les enseignants, les maires, les responsables politiques, les gens dans les associations, vous voyez, tous ces petits pions qui malheureusement n'ont pas compris qu'ils étaient soumis à une ingénierie sociale extraordinairement bien faite, avec comme résultat de les plonger dans un état où ils se sont perdus eux-mêmes en cours de route. Et la guérison passera inévitablement par ce choc de pouvoir poser en pleine lumière et s'approprier dans une métabolisation collective la réalité de ce qu'il s'est produit. La semaine prochaine, qui sera la dernière de cette série de 40 émissions, nous aborderons les questions de la dérive totalitaire, mais aussi de ceux qui étaient aux commandes et des intentions qui les habitaient, car beaucoup de choses sont sorties tout récemment qui permettent, hélas, d'avoir la confirmation que l'hypothèse de la simple erreur, de la maladresse, voire de la magouille pour faire du pognon avec les injections expérimentales est trop courte. La situation va beaucoup plus loin que ces hypothèses. À la semaine prochaine.